Bonjour à tous et à toutes. On va parler du côté obscur de l'univers pour évoquer ce que nous ne connaissons pas dans l'univers. Alors, avant d'aborder ce que nous ne connaissons pas et ce qui est mystérieux, parce qu'il reste des mystères dans l'univers, on va d'abord parler de ce qu'on connaît, à savoir la matière lumineuse. Alors, cette image qui est derrière est une des toutes dernières images du télescope spatial James Webb, qui a été conçu par la NASA, mais on l'oublie souvent, par l'Agence spatiale européenne, donc nous les Français, donc le CNES, les organismes de recherche dans le CNRS et les universités. Et cette image extraordinaire montre des milliers de galaxies. Donc des galaxies, c'est des ensembles de gaz, d'étoiles, et on va y venir de matière noire, ça sera un des grands sujets, et dont parlera Julien juste après moi, sur les détails. Et donc vous voyez ici tout en haut des galaxies massives, donc des grosses galaxies, puis tout autour, des galaxies qui appartiennent à cet amas de galaxies, donc il y a de l'ordre d'un millier de galaxies, et puis des galaxies un petit peu tordues ici, qu'on trouve là, qui semblent courbées, qui sont des galaxies d'arrière-plan, qui sont recourbées par la masse de l'amas de galaxies par des effets de l'anti-âge gravitationnel. Donc ça, ce sont des amas, il y en a plein dans l'univers, c'est très très lourd, dispense 15 masses solaires, et ces amas existent en gros dans le dernier quart de l'histoire de l'univers. Donc là, on arrive à peu près à comprendre ces structures, même si c'est compliqué. Cet été, avec des collègues, on a découvert des choses un petit peu plus lointaines. Alors voici l'exemple de deux galaxies que j'aime beaucoup, qui ont été confirmées de manière assez lointaine, ce n'est pas le record, hein, mais elles s'éloignent à une vitesse d'à peu près 7 fois la vitesse de la lumière, ou c'est peut-être que l'univers est en expansion, et même en expansion accélérée. Et comme ces galaxies sont en groupe, c'est un des premiers proto-amas de galaxies qu'on a découvert, c'est-à-dire ce qui va donner plus tard les amas de galaxies qu'on a vus juste avant. Donc ça, c'est à peu près le premier dixième de l'histoire de l'univers. Donc on a les amas de galaxies aujourd'hui, les proto-amas de galaxies dans le passé. On a l'impression de comprendre un petit peu l'histoire, mais en fait, il faut rajouter des ingrédients. J'ai oublié de mettre ma montre, tiens. Il faut rajouter des ingrédients tels que la matière noire pour comprendre comment ça se structure. J'y reviendrai dans un instant. Et puis je vais vous montrer le record actuel. C'est sorti il y a 2 jours, toujours par le James Webb Space Telescope. Ce sont d'autres collègues qui ont utilisé des images extraordinaires à droite et à gauche, dans lesquels ils ont identifié 2 galaxies, donc le petit point rouge ici pour la 1 et le petit point rouge pour la 2, parce qu'à cause de l'expansion de l'univers, c'est décalé dans l'infrarouge, avec un record de l'ordre d'un redshift, pour ceux qui connaissent au-delà de 10, c'est-à-dire les premiers 500 millions d'années de l'univers. Donc on commence à voir vraiment ce qui se passe au moment des premières galaxies. Et pour être très clair, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, parce qu'on n'arrive pas à comprendre comment ces premières galaxies se sont formées aussi vite dans l'univers. Les modèles un peu traditionnels disent qu'au début, l'univers doit aller un petit peu lentement pour former, et puis ensuite, on comprend ce qui se passe, mais là, ça va un petit peu trop vite pour nous. Alors, prenons du recul, l'univers est en expansion, on voit des galaxies, des proto-amas de galaxies et des galaxies super lointaines. Si on met le film en arrière, eh bien, l'univers était plus dense, plus compact et plus lumineux. Et donc on peut se poser la question de pourquoi la nuit est-elle noire pour recontextualiser cette problématique finalement, parce que si on considère qu'il y a une quasi-infinité d'étoiles dans l'univers, l'univers devrait être brillant avec toute la lumière des étoiles, hein, la lumière des étoiles qui pourrait remplir la baignoire de l'univers de lumière finalement. Or, la nuit est noire, donc ça veut dire que la lumière des étoiles va quelque part. Voilà. Alors la réponse, on pourrait en parler des heures, mais ça ne sera pas le cas ce matin, c'est que les étoiles ont une durée de vie relativement courte par rapport à l'histoire de l'univers. Et puis finalement, il n'y a pas énormément d'étoiles dans l'univers. Vous avez vu, il y a quand même du noir entre les galaxies. Néanmoins, la question est posée. L'univers, quand on rembobine le film de l'expansion de l'univers, était très dense et très chaud et plus compact dans le passé qu'aujourd'hui. Et en fait, il était très lumineux. Donc la nuit est noire à nos yeux, mais en fait, l'univers est brillant. La nuit est brillante. Pas à nos yeux, mais dans des ondes infrarouges, millimétriques pour être très précis. Et cette lumière résiduelle est quelque part la preuve du Big Bang, de cette époque reculée quand l'univers était très très dense et très chaud. Alors on a réussi depuis les années 1960 à observer ce rayonnement résiduel de l'univers, hein, qui était dû au fait que l'univers était beaucoup plus dense et plus chaud dans le passé. Pareil, on pourrait parler beaucoup de physique, mais ce matin on va faire de manière synthétique. Et récemment, les Européens, donc nous, voilà, le CNRS, les universités, les organismes, les agences spatiales,
avec une contribution américaine, on a réussi à avoir la meilleure image du tout début de l'univers. On appelle ça le rayonnement cosmologique ou rayonnement fossile. On a observé ça de manière vraiment absolument incroyable, et c'est cette image que je vais vous montrer, et c'est l'image la plus lointaine que l'on pourra jamais voir dans l'univers. Attention les yeux. Et cette image. Alors elle est à la fois belle et un peu décevante. C'est-à-dire qu'elle est super belle parce que pour nous c'est tout l'univers juste après le Big Bang, à peu près 380 000 ans après le Big Bang, donc c'est vraiment comme la photo du bébé univers. À cette époque, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas de galaxies, pas d'étoiles, pas de planètes, pas de trous noirs, rien. Juste de la matière. Mon collègue Julien en parlera un petit peu. Matière ordinaire, matière noire, de la lumière, des neutrinos, etc. Mais ce qui est formidable, c'est qu'on voit des petits points rouges et des petits points bleus qui traduisent la présence de surdensité de matière et de sous-densité de matière. En gros, des creux et des pleins de matière. Alors pas beaucoup, hein, c'est très très ténu, mais on arrive à le mesurer. Et ces petits pleins de matière, avec la gravité, vont évoluer dans l'univers pour former ce qu'on vient de voir juste avant, les proto-amas de galaxies, puis les galaxies, et au sein des galaxies, les étoiles, les planètes, etc. Cette image extraordinaire, pour l'interpréter, il faut... C'est là que j'en arrive au côté obscur de l'univers. Il faut introduire des composantes obscures dans l'univers, matière noire et énergie sombre. Sinon, on n'arrive absolument pas à comprendre ce qu'il y a dans cette image. Pourtant, on a beaucoup d'informations. On a cette image qui montre les petites surdensités. On a une image encore plus extraordinaire qui est la polarisation de la lumière juste après le Big Bang. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais en gros, ça indique que la lumière a une direction privilégiée qui est due à ces petites surdensités et sous-densités, hein, ces petits creux et ces petits pleins juste après le Big Bang, qui sont en train en fait d'osciller, c'est un peu comme des bulles à la surface de l'eau que vous faites bouillir pour donner une analogie. Donc on a une vision très très précise à la fois de là où il y a les creux et les pleins, et à la fois la vitesse et la dynamique à laquelle ces creux et ces pleins se bougent et se creusent. Et donc il y a quelques années, on a réussi ce tour de force extraordinaire de cartographier la matière noire dans l'univers. Attention les yeux. Voilà, la présence de matière noire dans tout l'univers grâce au satellite Planck. Donc c'est nous les Européens qui avons fait ça. Alors les zones grisées, c'est là où on n'a pas pu mesurer ce qu'on voulait, parce que c'est trop difficile. Mais par contre, les couleurs vous indiquent la présence de matière noire sur la ligne de visée dans tout l'univers. Et on a montré que ça correspond assez bien à ce qu'on imagine. Donc vous voyez que pour comprendre l'origine de l'univers et l'origine des galaxies, il faut introduire quelque chose qui est la matière noire. On se dit, mais pourquoi cette matière noire? Est-ce qu'on peut faire abstraction de ça? Ben non, on ne peut pas faire abstraction de ça, sinon nos modèles ne marchent absolument pas. Alors nos modèles sont peut-être faux, mais à ce jour, on n'en a pas. Donc voilà, on est obligé d'invoquer ça. Alors voici la carte d'identité de l'univers telle qu'on la comprend aujourd'hui. C'est ce que j'appelle le camembert cosmique. C'est la composition aujourd'hui, en fait la densité d'énergie. Il y a à peu près 5% de matière ordinaire, ce sont les atomes, c'est ce qui est présent sur Terre, en gros, pour faire simple, la matière ordinaire. Il y a un peu plus d'un quart de matière noire, cette fameuse matière qui est nécessaire pour comprendre comment les galaxies, les amas de galaxies et les petites fluctuations au moment du fond cosmologique se répartissent et évoluent. Et puis, une grosse partie d'énergie sombre, qui permet d'expliquer l'expansion accélérée de l'univers, chose qu'on connaît depuis à peu près une vingtaine d'années. Alors ça paraît énigmatique, ça paraît bizarre, mais quand on met ni matière noire ni énergie sombre dans nos ajustements et par rapport aux données, on prend les données, on prend un modèle et on met les deux ensemble, et bien en fait, le modèle marche, mais pas du tout, mais vraiment de très très loin. Donc on est obligé, en quelque sorte, de mettre cette matière noire et cette énergie sombre, et on pourra parler ensuite des détails. Pourquoi on arrive à mesurer ça très précisément? Parce qu'en fait, on arrive à mesurer une densité et une pression dans l'univers de ces composantes, on appelle ça des composantes, matière noire, énergie sombre. Et donc, comme on a la pression et la densité, on arrive à obtenir des quantités assez précises. Et puis, j'aimerais terminer quasiment vers ce qu'on a mis dans nos publications. Donc, c'est la carte d'identité de l'univers avec plein de paramètres un peu compliqués, mais je vais insister sur un seul paramètre, qui est l'âge de l'univers en milliards d'années. Vous voyez, 13,787 milliards d'années, avec une 0,15% d'incertitude dans toute l'histoire de l'humanité. On n'a jamais mesuré l'âge de l'univers avec une telle précision. Donc on est content d'avoir laissé ça en héritage à nos successeurs, une manip européenne qui a permis de mesurer de manière définitive l'âge à une précision de folie. Donc vous voyez à peu près 13,8 milliards d'années avec une précision incroyable. En mettant tous ces ingrédients, matière ordinaire, alors ça veut dire qu'on ne connaît que 5% de l'univers, bon passons ces détails, mais voilà. Quand on met tous ces ingrédients
Et cette histoire, on arrive finalement à tout reconstruire, depuis le fond cosmologique jusqu'à ces amas de galaxies absolument extraordinaires. Et même si on arrive à reconstituer l'histoire de l'univers, il y a de grandes inconnues, cette matière noire, cette énergie noire, éventuellement les trous noirs dont parlera Alain. Alors l'avenir, c'est quoi? C'est dans l'été prochain, en 2023, nous allons, nous les Européens, avec une petite contribution américaine, allons lancer une nouvelle mission spatiale qui s'appelle Euclide, qui va donner des images extraordinaires dans le visible et l'infrarouge de milliards et de milliards de galaxies, et on va pouvoir cartographier la présence indirecte de matière noire et l'évolution de l'accélération de l'univers et donc l'impact de l'énergie sombre. Donc Euclide, mission européenne de l'Agence spatiale européenne, va nous permettre d'élucider de manière extraordinaire la présence de matière noire et l'impact de l'énergie sombre. Merci de votre attention. Merci. Merci beaucoup et merci beaucoup pour l'organisation et l'invitation. Donc effectivement, mon nom est Julien Billard, donc je suis chercheur en physique des astroparticules au CNRS à Lyon et je vais vous parler aujourd'hui de ce qu'on appelle la traque de la matière noire. Alors tout d'abord, je vais revenir au fameux camembert cosmique qui avait été présenté par Hervé juste avant, pour bien répéter le fait qu'aujourd'hui, on est rentré dans une nouvelle ère, l'ère de la cosmologie de précision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons en fait un bagage théorique, des modèles, mais également des instruments qui sont capables d'observer des phénomènes astrophysiques et cosmologiques, c'est-à-dire sur des échelles de temps et d'espace différents, très différents, avec lesquels on est capable donc de construire cette carte d'identité. Et comme vous avez pu le constater précédemment grâce à Hervé, notre univers, il est majoritairement très sombre. C'est-à-dire qu'en fait, on a 68-69% d'énergie sombre, dont on a besoin, mais dont on ignore totalement l'origine. 26 à 27% de matière noire, pareil, on en a extrêmement besoin, mais on ignore totalement son origine. Et finalement, on ne peut se consoler qu'avec les 5 petits pourcents de matière ordinaire, qui sont finalement quoi? Les électrons, les protons, les neutrons, les noyaux, les atomes, vous, moi, les planètes et les étoiles. Tout ce que l'on voit, c'est la matière ordinaire. Et donc, bien sûr, si je mets de côté l'énergie sombre et que je me concentre que sur la composante matière de l'univers, on constate alors que c'est 85% de la matière de l'univers qui est issue de cette matière sombre. Et donc, la première question que l'on peut se poser, c'est certes, elle est prépondérante, mais en quoi est-elle utile? Et cette réponse, je vais vous l'illustrer avec une petite vidéo, qui est une vidéo en fait issue d'une simulation qu'on appelle des simulations à N-corps, c'est-à-dire des simulations cosmologiques. C'est-à-dire que des physiciens ont mis en place des calculs numériques qui permettent de simuler sur ordinateur, par calcul, l'évolution de l'univers. Donc on part des premiers instants de l'univers avec tout ce que l'on connaît, ça a été présenté par Hervé, donc le camembert cosmique, les forces de la gravité, etc., etc. Et puis on laisse les mathématiques prendre la suite et donc faire évoluer progressivement cet univers que l'on peut constater au début comme étant extrêmement diffus, et comme vous allez le voir, progressivement, ça va s'éclaircir. Pourquoi ? Parce que la matière noire, n'interagissant pas ou très peu avec les autres formes de matière et d'énergie et de rayonnement, eh bien en fait, elle va tout simplement se focaliser sur les surdensités primordiales de la matière. Elle va pouvoir tomber dans ces puits de potentiel et ainsi les amplifier. Et en les amplifiant, elle va accréter d'autant plus de matière noire, etc., etc. Elle va structurer notre univers. Et en le structurant, elle va attirer avec elle la matière ordinaire pour donner naissance aux premières étoiles, les premières galaxies et les premiers amas de galaxies. Et vous voyez en fait se dessiner au centre ici la naissance d'une galaxie comme la nôtre. Et en fait, si on regarde bien ces simulations et que maintenant j'enlève la matière noire, eh bien en fait on se rend compte tout simplement qu'on devrait avoir beaucoup moins de galaxies et beaucoup moins d'amas de galaxies et même d'étoiles. Finalement, sans la matière noire, notre univers serait d'autant plus sombre. Donc je vais m'arrêter là, mais ça évolue progressivement et vous voyez ici la galaxie se former sous l'agrégation de la matière et de la matière ordinaire. Alors bien sûr, on peut se dire que ce sont que des modèles et des simulations, mais comme l'a expliqué Hervé, en fait, c'est corroboré par de très grandes mesures, et notamment le James Webb Telescope qui a observé des millions et des millions de galaxies, et ça encore, ces mêmes simulations sont capables de le prédire. Maintenant, je voulais vous montrer ici une autre preuve que je trouve particulièrement intéressante, parce que c'est ce qu'on appelle la preuve de l'existence de la matière noire à l'échelle locale, chez nous, d'accord, dans notre galaxie. Et cette preuve, elle nous vient d'une autre mesure, que l'on appelle les courbes de rotation. Vous avez ici, en fait, tout simplement la vitesse de rotation des étoiles autour du centre galactique en fonction de la distance du centre de la galaxie.
Si on fait simplement l'hypothèse que la masse de la galaxie ne provient que des étoiles qu'elle contient, alors je m'attends à ce qu'au-delà de ce disque d'étoiles, la vitesse de rotation diminue, tout simplement parce que la gravité diminue avec la distance. Cependant, les mesures des astronomes de l'époque, notamment avec Vera Rubin dans les années 70, ont montré totalement l'inverse, ici montré par la courbe blanche. En fait, les étoiles et les nuages d'hydrogène qui sont au-delà de ce disque tournent, et ils tournent beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Ils tournent en fait à une vitesse, comme nous, de 220 km par seconde. Si vous faites le calcul, ça correspond à 800 000 km/h. En fait, nous allons très très vite maintenant. Et cet écart ici, vous pouvez l'expliquer avec deux possibilités. Soit la théorie de Newton de la gravitation est fausse ou du moins incomplète, ou alors c'est qu'il y a une masse supplémentaire dans notre galaxie qui permet à ces étoiles de tourner beaucoup plus vite. Et cette masse invisible, ça pourrait être la matière noire. Alors on ne peut pas trancher seulement avec cette image et cette mesure. Il faut regarder tout dans son ensemble, comme l'a mentionné Hervé. Il faut regarder le fond diffus cosmologique, les collisions des amas de galaxies, tous ces phénomènes astrophysiques et cosmologiques ensemble, et c'est alors que l'on peut vraiment trancher pour que finalement la théorie de Newton est sauvée, et c'est bel et bien l'existence de la matière noire, ici, qui est l'hypothèse retenue. Et donc on en arrive à un schéma en fait assez simple de notre galaxie, illustré par cette image d'artiste, parce que bien sûr on ne peut pas voir la matière noire, sinon je ne serais pas là, où vous avez finalement en fait une galaxie, donc c'est un disque d'étoiles qui tourne autour d'elle-même, autour du centre galactique, de manière très rapide, à 800 000 km/h, et qui en même temps baigne dans un halo de matière noire. Un halo de matière noire que l'on peut vraiment voir comme un gaz de particules de matière noire, que l'on traverse à 800 000 km/h. Et si vous faites le calcul, le fait que l'on se déplace à cette vitesse, et la masse de ce halo, qui correspond finalement à 90% de la masse totale de notre galaxie, eh bien le flux de particules de matière noire qui traverse ma main est de plusieurs dizaines de millions de particules par seconde. En fait, on est aujourd'hui, à chaque instant, traversé par des millions, des milliards de particules de matière noire. Alors on pourrait se dire, mais très bien, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que je ne suis pas plaqué au mur ou plaqué au sol? Comme par exemple, quand vous êtes en voiture et que vous sortez la main par la fenêtre, vous avez le même phénomène, vous traversez l'air, vous allez assez vite, vous êtes sur l'autoroute, votre main part en arrière. Pourquoi est-ce que je ne ressens pas la même chose? Eh bien, très simplement parce que la matière noire interagit très faiblement avec nous, très rarement. D'accord? C'est-à-dire que la matière noire, elle pourrait traverser mon corps sans interagir avec aucun de ces atomes, aucun de ces noyaux. Et pareil pour la Terre. Et c'est alors que des physiciens de Princeton, Goodman et Witten, en 1985, ont une idée assez géniale, qui est que si on fait l'hypothèse que la matière noire, certes, elle interagit très rarement, mais qu'elle peut quand même interagir un tout petit peu, alors si je place un détecteur sur Terre, je vous le rappelle, on est constamment traversé par cette matière noire, et que ce détecteur il est capable de simplement mesurer cette collision de la matière noire avec les noyaux ou les composants de ce même détecteur, alors peut-être que parmi ces milliards et ces milliards de particules de matière noire qui le traversent tous les jours, une ou quelques-unes seront capables de faire cette interaction que je pourrais mesurer, et ainsi effectuer ce que l'on appelle une détection directe de matière noire. Alors l'idée est assez simple finalement, et elle est très alléchante, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'expériences qui se sont montées partout dans le monde pour essayer de traquer la matière noire avec cette méthode directe. La première chose qu'il faut faire, en fait, c'est de s'enterrer sous terre. Vous avez ici une photo du laboratoire souterrain de Modane que je vous invite à visiter, qui est dans le tunnel du Fréjus, entre la France et l'Italie, recouvert par 1700 mètres de roches. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que la matière noire qui va interagir avec nos détecteurs, mais il y a aussi la radioactivité, les neutrons, les photons qui sont émis par la roche, et notamment par le soleil, qui nous irradie en permanence. Notre corps, en fait, il est bombardé de particules à chaque instant. Et donc on va sous terre, sous les montagnes, pour justement se prémunir de toute cette radioactivité et toutes ces particules qui sont émises par le soleil, qui est une des plus grandes sources finalement des bruits de fond que l'on peut mesurer avec nos détecteurs. Je peux ainsi me concentrer que sur la recherche de matière noire. Et c'est ce que fait l'expérience Edelweiss, l'expérience sur laquelle je travaille, où l'on a développé ici, on a été les pionniers dans la détection directe, notamment en utilisant des détecteurs qu'on appelle cryogéniques. Vous avez ici un ensemble de détecteurs, ce sont des cristaux de germanium de cette taille-là, des cristaux de germanium que l'on refroidit à 10 millikelvin. 10 millikelvin, c'est 10 millièmes de degré au-dessus du zéro absolu, c'est-à-dire, en gros, moins 273,15 degrés Celsius. Ça ne se fait pas tout seul. On met ça dans un cryostat à dilution hélium 3 et hélium 4, et la technique, en fait, est très simple.
Si vous avez un détecteur, un cristal qui est extrêmement froid, lors de la collision de la particule avec les noyaux de germanium du cristal, vous allez avoir un échauffement. Cet échauffement, on peut alors le mesurer quand on travaille à très basse température. Vous voyez que mes collègues ici portent tous des masques, des cagoules, ils sont avec des combinaisons, parce que nous sommes en salle blanche. Pourquoi en salle blanche? Parce que la poussière est très radioactive. Et donc, encore une fois, on se prémunit de la radioactivité de la poussière en travaillant en salle blanche. Et ce n'est pas fini. L'expérience elle-même, quand elle est en fonctionnement, elle est encastrée ici par 80 tonnes de blindage de plomb et de polyéthylène qui viennent encore une fois arrêter les bruits de fond de la roche, de la caverne, finalement, du laboratoire souterrain lui-même. Vous avez ici, quand tout est en fonctionnement, l'endroit le moins radioactif au monde. Alors malheureusement, on n'a pas encore détecté la matière noire. Il y a pourtant 30 expériences dans le monde, dans différents pays, tous dans des laboratoires souterrains, avec des technologies différentes qui traquent cette particule. Mais il n'y a pas que cette méthode. Vous le voyez sur cette photo, il y a aussi d'autres types d'expériences qui cherchent à mesurer et à traquer cette matière noire sous forme indirecte. Je m'explique, la détection indirecte de matière noire, c'est de chercher la trace de matière noire via sa désintégration ou son annihilation avec elle-même, qui pourrait se traduire par de la création d'antimatière en excès dans l'univers. C'est le but de AMS, qui est installé ici sur la Station spatiale internationale, ou encore du télescope S, dans le désert de Namibie, qui cherche à mesurer des flux de photons en excès dus à la désintégration ou l'annihilation de la matière noire. Et enfin, il y a une troisième possibilité pour traquer la matière noire, cette fois par la production, ici qui se fait auprès des grands collisionneurs, tels que le LHC au CERN, où on se fait se collisionner des protons de très haute énergie, et lors de cette collision va se créer de la matière, et parmi cette matière, peut-être des particules de matière noire qui pourraient alors être traquées par ces géants détecteurs Atlas ou CMS au CERN. Et donc au final, la traque de la matière noire, comme vous pouvez le voir, elle va des laboratoires souterrains jusqu'à l'espace. Il y a des dizaines de milliers de physiciens qui traquent cette matière noire, tout ceci pour tenter de percer un des plus grands mystères de notre univers. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien, bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler des seuls objets vraiment noirs de cette session, puisque vous l'avez compris, la matière noire n'absorbe pas la lumière, elle ne la diffuse pas, donc elle est invisible. Il en est de même pour l'énergie noire. Les seuls objets noirs dont on va parler, ce sont les trous noirs. Alors les trous noirs sont des objets très emblématiques, tout le monde en a entendu parler. Ils sont nimbés d'une aura de mystère pour le grand public. Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que ce sont des objets fascinants, mais qui ne sont pas, ou disons qui ne sont plus aussi mystérieux qu'on pourrait le croire, parce qu'on a fait beaucoup d'efforts justement pour mieux cerner ces objets. Alors en guise d'introduction, je vais vous montrer une petite vidéo très pédagogique déjà, qui vous donne une idée de la diversité des tailles des objets dans l'univers. Donc on est parti de la Terre, qui est environ 10 fois plus petite que Jupiter, elle-même 10 fois plus petite que le Soleil. Alors ce qui va m'intéresser, c'est ce qui va venir après, puisque le Soleil est une étoile qui fait partie des 5% d'étoiles les plus massives, mais dans les 5% restants, il y a de sacrés bestiaux. Et ce sont ceux-là qui m'intéressent, puisque plus les étoiles sont plus grosses, plus elles sont massives, et ce sont les étoiles massives qui finissent leur vie en trous noirs. Donc les étoiles les plus grosses que l'on va voir ici sont des milliers de fois plus grosses que le Soleil, donc des centaines de milliers de fois plus grosses que la Terre, ce que l'on va voir dans quelques secondes. Et si j'insiste sur cette comparaison, c'est que à l'issue de la vie de ces étoiles massives, une partie de la matière va être expulsée, mais le reste de l'étoile massive va se ratatiner en un trou noir qui va être plus petit que la Terre. D'accord ? Et je peux vous donner un autre exemple encore plus saisissant. Imaginez que vous vouliez transformer la Terre en trou noir, donc vous êtes un savant fou et dangereux. Pour transformer un objet en trou noir, c'est assez simple conceptuellement. Il faut le comprimer suffisamment pour que le champ de gravité de l'objet soit suffisant pour piéger la lumière. Et donc, la Terre, il faut la comprimer dans un volume qui tient dans votre poche, puisque c'est une bille de 2 cm de diamètre. Autrement dit, quelle que soit la façon dont on aborde le problème, quelle que soit la grandeur physique à laquelle on s'intéresse, même si on a l'habitude de la démesure ordinaire des chiffres astronomiques,
étudier les trous noirs, on est de toute façon dans le domaine de l'extrême. Alors, autre illustration, je vous ai dit, la plupart des trous noirs sont donc plus petits que la Terre, mais au cœur de chaque galaxie, vous avez un trou noir géant. Et ce trou noir géant, il est plus gros que l'étoile qui est là, dans certains cas. Mais alors que ce type d'étoile est au maximum quelques centaines de fois plus massif que le Soleil, les trous noirs qui ont cette taille, voire qui sont plus gros, sont des milliards de fois plus massifs que le Soleil. Donc, à nouveau, on est dans une échelle de masse ou de taille qui est complètement extrême. Alors, qui dit diversité de types de trous noirs dit aussi diversité de méthodes pour les investiguer. Et donc, le plus simple conceptuellement, c'est d'étudier les gros trous noirs. Parce que si ces objets sont très gros, peut-être qu'on peut les imager. Peut-être qu'ils sont suffisamment gros en projection dans le ciel pour qu'on les image. Alors vous me direz, un trou noir, c'est noir, le fond du ciel est noir, donc noir sur noir, ça ne va pas faire beaucoup d'étincelles, c'est vrai. Mais les trous noirs que l'on connaît, en fait, on les débusque par le fait qu'ils sont en train d'engloutir des quantités importantes de matière. Et quand un trou noir engloutit de la matière, en fait, la matière va s'agencer sous forme de disque autour du trou noir. Ce disque va s'échauffer, atteindre des températures très élevées, et va donc être très lumineux. Et donc on peut espérer voir un trou noir au sens où l'environnement du trou noir est lumineux et va permettre de distinguer la silhouette du trou noir. Alors malheureusement, c'est assez difficile parce qu'il n'y a que 2 trous noirs que l'on peut espérer voir, et sur une animation, je vais vous montrer le zoom que l'on doit faire pour faire ceci. Donc quelque part entre la constellation de la Vierge à gauche et du Lion, une petite nébulosité a été détectée dans les années 1780 par un Français, Charles Messier, qui a catalogué cette nébulosité sous le nom de M87, M comme Messier, son nom à lui. Et 140 ans plus tard, on a détecté que semblait s'échapper un petit jet de lumière, là sur la droite, de cet objet qui s'avérera être une galaxie. Et quand on zoome encore, alors non plus en lumière visible, mais en ondes radio, on se rend compte que la base de ce jet est extrêmement fine, elle est située exactement au centre de cette galaxie. Et quand on zoome suffisamment, on finit par voir ceci, qui est donc la première image d'un trou noir jamais obtenu. Alors évidemment, dans le zoom qu'on a fait là, on perd un peu le sens de l'échelle. Donc je vais vous montrer ce que l'on verrait si on avait fait le même zoom en pointant nos instruments, non pas vers cette galaxie, mais vers la mer de la Tranquillité sur la Lune, lieu d'atterrissage de la mission Apollo 11. Avec le même zoom, on verrait ceci. D'accord ? Voir la silhouette de ce trou noir, c'est voir, alors l'Agence spatiale européenne avait dit un pamplemousse sur la Lune, donc un détail de 10 cm sur la Lune. Donc voilà, le talon de la botte de Neil Armstrong, c'est à peu près la finesse de détail qu'il faut avoir pour imager ces trous noirs. À l'évidence, pour des trous noirs beaucoup plus petits, ça ne marchera pas. Les trous noirs petits qui sont situés dans notre galaxie, si vous voulez les voir, c'est en gros voir une bactérie sur la Lune ou voir un atome, un seul atome à 1 km de distance. D'accord ? Donc ça n'est pas possible. Raison pour laquelle les petits trous noirs, on ne va pas essayer de les voir, mais on va essayer de les entendre. Alors qu'est-ce qu'on entend par là ? Sans jeu de mots, dans l'espace, personne ne vous entend crier, dit le film Alien, c'est vrai, il n'y a pas de son dans l'espace, mais l'espace peut vibrer sous certaines conditions. Alors c'est assez compliqué à imaginer comme concept. L'espace est une entité immatérielle et pourtant elle est déformable, elle peut être le siège de vibration, et notamment quand nous avons non pas un trou noir mais 2 trous noirs. Les étoiles naissent souvent en couple, donc 2 étoiles massives peuvent finir leur vie en 2 trous noirs, et si les conditions sont favorables, ces 2 objets sont relativement proches l'un des autres, ils sont en orbite l'un autour de l'autre, et au cours du temps, ils vont en fait spiraler en émettant de plus en plus d'ondes gravitationnelles. Donc ils se rapprochent, ils tournent de plus en plus vite l'un autour de l'autre jusqu'à fusionner, comme on le voit ici. Et ceci est intéressant parce qu'on a un signal spécifique dans les vibrations de l'espace issu de la fusion de ces trous noirs. Donc ce signal, il augmente en intensité à mesure que les objets sont de plus en plus proches. Et il augmente aussi en fréquence, c'est-à-dire que la fréquence des vibrations augmente parce que les objets tournent en un temps de plus en plus bref au cours de leur fusion. En électronique, un signal qui augmente en intensité et en fréquence, ça s'appelle un chirp, c'est-à-dire un gazouillis.
puisque le gazouillis de certains oiseaux, c'est aussi quelque chose qui monte en intensité et en fréquence. Et donc, on peut s'amuser à retranscrire en son cette vibration de l'espace et donc écouter le gazouillis des trous noirs. Donc, je vais vous faire écouter ça en m'excusant par avance, parce que le gazouillis des trous noirs, ça ne tient pas du rossignol. Alors, c'est parti. En plus, c'est très bref. Donc, concentrez-vous. D'accord. Donc, c'est moche, on est d'accord. Je vous le ferai écouter une deuxième fois. Et puis on va l'écouter en le rallongeant un peu et en le mettant à plus haute fréquence pour qu'on entende mieux la variation. Et donc il y a énormément de sciences que l'on peut retirer de ça. On peut déterminer quelle est la masse des trous noirs avant la fusion, quelle est la masse du trou noir issu de la fusion, qui n'est pas la somme des deux masses, etc. Et donc on peut faire plein de sciences maintenant que l'on sait détecter ça. Mais ça a été très difficile, essentiellement parce que ces vibrations de l'espace, qu'on appelle des ondes gravitationnelles, le principe de détection est très simple. Vous imaginez que vous avez deux objets parfaitement immobiles. Au moment où passe une onde gravitationnelle, l'espace vibre entre ces objets. Donc la distance entre ces deux objets va légèrement fluctuer avant de revenir à sa position initiale. Donc vous monitorez la distance entre deux objets qui ne sont mus par aucune autre force et vous pouvez espérer détecter des ondes gravitationnelles. La difficulté, c'est que si vous essayez de mettre des chiffres derrière, imaginez que vous monitorez la distance Terre-Soleil, donc 150 millions de kilomètres. De combien la distance Terre-Soleil a varié pendant les 2/10 de seconde où le train d'ondes gravitationnelles issu de cette fusion des trous noirs a traversé le système solaire, ça a varié de la taille de un atome, c'est-à-dire de 1/10 de millimètre. Donc la précision que vous devez avoir, c'est mesurer des écarts de 1/10 de millimètre sur une distance de 100 millions de kilomètres. Raison pour laquelle les ondes gravitationnelles dont l'existence a été prédite en 1916 n'ont été détectées directement qu'en 2016, c'est-à-dire 99 ans et 8 mois après leur détection. Donc pendant 99 ans et 8 mois, l'existence des ondes la détection des ondes gravitationnelles était impossible. Puis en 2016, l'impossible est devenu possible, quoique extraordinaire. Donc en 2017, je vous montre ici un graphique qui vous montre la masse des trous noirs connus. Donc en violet, vous avez des trous noirs qui avaient été identifiés par d'autres techniques dans notre galaxie. Et puis les groupes de 3 là sont des fusions de trous noirs. En bas, vous avez les deux trous noirs avant fusion et en haut, vous avez le trou noir issu. Donc en 2016, l'impossible devient possible et extraordinaire, et en 2021, l'extraordinaire est devenu banal. C'est-à-dire que le temps joue pour nous. Il suffit de laisser en fonctionnement ces détecteurs et toutes les semaines, quasiment maintenant, nous détectons une nouvelle fusion de trous noirs, de laquelle nous allons évidemment obtenir beaucoup d'informations sur les processus qui régissent la formation et l'évolution des trous noirs. Donc il y aurait beaucoup plus de choses à dire, bien sûr, mais comme les 10 minutes sont révolues, je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup.